Pour gouverner authentiquement un peuple, on lui tient un langage de vérité. Tu ne peux pas flatter l'OTAN et vouloir être l'ami de l'AES. Parce que l'AES, là, c'est l'OTAN qui veut sa chute. Voilà la vérité. Oh, les gens comme les Tinubu, les Talon, les Biya-Paul, hein, les Faure Gnassingbé, les Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ils essayent de naviguer entre les deux eaux. Et ils appellent ça l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la lâcheté. Un dirigeant authentiquement africain va chercher une alliance forte avec l'alliance des États du Sahel pour constituer une force de libération du continent. Imaginez que le Nigeria soit dirigé par de véritables panafricanistes révolutionnaires. Mais si le Nigeria basculait avec à sa tête des dirigeants comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré ou comme Abdourahmane Tiani, mais les groupes terroristes sont noyés en un an de combat. Mais le problème, c'est que le Nigeria qui est là, et qui est victime du terrorisme, a à sa tête des dirigeants qui sont complices de ceux qui font entrer les terroristes au Nigeria. Vous vous rendez compte que les drones de combat qui sont utilisés par les terroristes leur sont livrés pour attaquer le Niger, attaquer le Burkina, attaquer le Mali à partir du Nigeria, avec la complicité des dirigeants nigériens. Les mêmes dirigeants nigérians qui doivent combattre Boko Haram, détachement d'Al-Qaïda et de l'État islamique au Nigeria sont ceux qui sont à la manœuvre pour que les terroristes qui attaquent le Niger, qui attaquent le Burkina et le Mali, reçoivent les armes. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de diabolicité de nos dirigeants? On se lève, on nous dit, ah, Paul Biya est un panafricaniste. Pourtant, il fait traverser le Cameroun par les aéronefs de l'OTAN, les aéronefs français, les aéronefs britanniques, qui contribuent à la déstabilisation du continent. Il a donné aux États-Unis tout le territoire camerounais pendant plusieurs années comme base de drones. Des drones. C'est quel panafricaniste qui peut demander, permettre à l'armée américaine d'utiliser son sol comme base de drones? Il y a des gens qui se tiennent, ils s'asseyent sur Afrique Média, ils s'asseyent sur Vision 5. Le chef de l'État est un panafricaniste. Il a dénoncé les accords coloniaux. Il a dénoncé quel accord colonial? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu l'armée camerounaise être passée en revue récemment par le commandant de la gendarmerie française? Il a passé quoi en revue? Les officiers israéliens ne continuent-ils pas de surveiller, de gérer l'armée camerounaise et ses bataillons spéciaux? Non, mais je vous ai posé une question très simple. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il combat l'impérialisme occidental en ayant des officiers israéliens dans la hiérarchie de son armée? Allez poser cette question à Tshisekedi Félix, allez poser cette question à Gnassingbé Faure, allez poser cette question à Biya-Paul, à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Quant à Ouattara, ce n'est même pas la peine de lui poser la question. C'est un vendu naturel. Mais Israël, c'est quoi? C'est l'OTAN, non? Israël, c'est l'OTAN. Donc, si votre système de sécurité est sous le contrôle des officiers israéliens, même quand c'est des officiers qui sont à la retraite de l'armée israélienne, c'est toujours des officiers de réserve de l'armée israélienne. Donc, en fait, tout votre renseignement, le renseignement togolais, le renseignement camerounais, le renseignement de la République démocratique du Congo, hein, le renseignement sénégalais, le renseignement ivoirien, tout ça là est entre les mains de l'OTAN. L'OTAN qui est la grande alliance militaro-politique qui a créé les groupes terroristes qui vous attaquent. Ces officiers sont assis avec vous dans les états-majors. Tout ce que vous prévoyez de faire contre des groupes terroristes, ils sont au courant. Parfois même ils disent non, ne les attaquez pas, c'est trop violent, c'est pas bien. Laissez-les, on va négocier. Donc, vraiment, dans la première partie de cette conférence, je voulais rappeler un peu ces fondamentaux à tout le monde. Vous qui suivez cette conférence, est-ce que vous savez que notre vie n'est plus la même une fois que nous connaissons la vérité? Nous savons que notre continent n'est pas attaqué pour des raisons religieuses. Nous savons que c'est un coup fourré de l'alliance politico-militaire occidentale contre l'Afrique. À partir du moment où nous le savons, est-ce que notre conduite peut être la même? Est-ce que notre diplomatie peut être la même? Est-ce que notre politique nationale, notre politique internationale peuvent être les mêmes? Non! À partir du moment où nous le savons, est-ce que nous devons trembler à l'idée de le dire en face? Oui! Vous vivez en Grande-Bretagne, vous vivez aux États-Unis, vous vivez au Canada. Parfois même vous êtes déjà des citoyens d'adoption de tous ces pays-là. Mais quel est votre rôle?
c'est de vous tenir devant les parlementaires de ces pays avec ces preuves. Et leur dire maintenant, vous arrêtez ça. Parce que nous, qui vivons dans les diasporas, n'allons pas passer toute notre vie à faire survivre les nôtres, alors que nos pays sont les plus riches au monde. Nous n'allons pas passer toute notre vie sans avoir contribué encore plus activement au développement, à l'épanouissement de notre terre ancestrale. Et tout ce système-là est compliqué, tout ce système-là est paralysé par votre double jeu. D'un côté, vous proclamez le droit international, la démocratie, les droits de l'homme. De l'autre côté, vous financez le terrorisme. Une stratégie biscornue, diabolique, qui consiste à prêcher la lumière et à répandre les ténèbres. Et quand on vous dit cela, vous commencez à menacer les gens. Ah, on va t'excommunier, on va te chasser, on va t'interdire. Bientôt, on va interdire même aux gens d'exister sur la terre. Disparaît, quitte la terre, va vivre sur la lune. Il faut que les Africains prennent confiance en la vérité, que les Africains et les Africaines servent la vérité où qu'ils vivent sur la planète. Bon, venons-en au Niger. Vous avez vu la nature de l'attaque contre le Niger. Ils ont élaboré une attaque sur plusieurs positions. Et toujours une attaque de forme circulaire. Essayez de regarder la carte géographique des attaques qui ont eu lieu au Mali dans la nuit du lundi 30 juin au mardi 1er juillet. Vous allez voir qu'ils ont essayé d'encercler une bonne partie du territoire malien. Une position dans le nord, dans la région de Ber, des positions dans le centre, des positions qui essaient de se rapprocher de la capitale. Bref, ils ont essayé de créer un cercle et de prendre le peuple malien dans une nasse. C'est des attaques en cercle. Si vous regardez la carte des attaques qui ont été menées contre le Niger, du 4 juillet au 5 juillet, vous verrez que c'est encore des attaques en cercle. On détermine des points et on essaye de prendre le peuple dans un encerclement. Tout ceci doit vous rappeler un schéma que j'ai élaboré pour vous faire comprendre la nature de la déstabilisation du continent. J'avais appelé cela l'oignon géostratégique. L'oignon géostratégique, c'est quoi? D'abord, l'Afrique est encerclée par l'OTAN. Ça, c'est le cercle le plus large. Elle est militairement encerclée par l'OTAN, à travers ses différentes bases militaires sur le continent. Deuxième cercle, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, elle est encerclée par la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest, et notamment l'AES, est encerclée par la CEDEAO. D'accord? Troisième cercle, les pays de l'AES, on essaie de les encercler par les groupes terroristes qui ont des bases arrière dans la CEDEAO et qui ont le soutien suprême de l'OTAN. Vous vous souvenez de ce schéma-là que j'ai appelé l'oignon géostratégique. Ce schéma même a été distribué et vous pouvez vérifier. Alors, pourquoi ils attaquent en cercle? Mais parce que leur grand parapluie, l'OTAN, nous encercle. Pourquoi ils attaquent en cercle? Parce que leur deuxième parapluie, la CEDEAO, essaie de nous encercler dans le Sahel. Pourquoi ils attaquent en cercle? Parce que l'attaque en cercle produit un effet d'étouffement sur la victime. C'est, du point de vue tactique et stratégique, la meilleure façon de montrer à la victime qu'elle ne peut pas échapper, qu'elle est prise au piège. Imaginez, je suis dans cette pièce. Il y a une porte là. L'ennemi se place là. Il y a une fenêtre. L'ennemi se place à la fenêtre. Il y a une deuxième porte là-bas. Il y a une porte derrière moi, l'ennemi. Quel est le sentiment que je vais avoir? Le sentiment que je vais avoir, c'est que je suis pris au piège. Le sentiment que je vais avoir, c'est que je suis étouffé. C'est que je ne peux pas m'en sortir. Ils ont choisi la stratégie des attaques en cercle parce que celle-ci a l'effet psychologique le plus percutant. Les victimes, ne sachant plus de quel côté fuir, sont contraintes à se rendre et à se soumettre. Heureusement, les forces armées maliennes, les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité de l'AES sont montées en puissance entre-temps et aucune de ces stratégies d'encerclement n'a été victorieuse, ni dans une localité, ni dans un pays. Bon, maintenant, j'entre dans la question nigérienne en tant que telle, l'équation nigérienne. Qu'est-ce qui peut expliquer cette pression? Après le Mali, ils attaquent sauvagement le Niger. On doit s'attendre à des attaques en encerclement au Burkina Faso. C'est prévu. Hein. Vous voyez très bien qu'il y a un commandement supérieur qui organise tout ça. Okay. Le Niger intéresse les impériaux terroristes pour au moins
les 5 raisons tout suivantes. Moi, j'ai trouvé 5 raisons pour lesquelles le Niger les intéresse beaucoup. Bon, la première raison, c'est que le Niger est détenteur en quantité énorme d'un minerai rare, qui est la condition de la production de l'énergie nucléaire et qui est la condition de la reproduction des ogives nucléaires, donc des armes stratégiques de dissuasion de très haut niveau. Ce minerai précieux et rare, ce minerai qui, à lui tout seul, est une réserve d'énergie considérable, s'appelle l'uranium. Il n'a échappé à personne que le Niger a décidé de nationaliser son uranium. Parce que pendant plus de 60 ans, la France récupérait l'uranium nigérien gratuitement et le vendait à prix d'or. Elle s'est enrichie en vendant dans le marché international à prix d'or l'uranium nigérien, en polluant le Niger, en spoliant les Nigériens et les Nigériennes pendant 60 ans, avec la complicité des dirigeants nigériens successifs, qui, de peur d'être renversés par des coups d'État ou des rébellions instrumentalisées par le néocolonialisme français, ont accepté de couvrir ce pillage. Le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons ont décidé de rendre au peuple nigérien sa prospérité. S'il y a un pays qui doit être le plus éclairé au monde, c'est le continent africain en général et c'est le Niger en particulier. On ne peut pas avoir les réserves stratégiques de minerais nucléaires qu'a le Niger et être à plus de 70% dans les ténèbres. On attaque dans le Niger pour empêcher le Niger d'exploiter à son avantage le grand minerai stratégique qu'il a dans son sous-sol. Le grand minerai stratégique que le Niger a dans son sous-sol, c'est l'uranium. Et c'est grâce au Niger qu'à l'instant où je parle, la France est éclairée. Car les quantités d'uranium qui ont été prélevées par les groupes multinationaux d'État français, ces quantités n'ont jamais été déclarées. On a tout fait pour toujours placer le Niger 5e producteur mondial, 4e producteur mondial. C'est la France qui classait le Niger de cette façon. Or, les quantités d'uranium qu'elle a réellement extraites du sol nigérien n'ont jamais été réellement maîtrisées par les dirigeants nigériens avant le président Abdourahmane Tiani. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. En bas, ça veut dire écrivez. Et vous notez, première raison, on attaque le Niger pour son uranium. C'est ce que j'ai dit. Ok, on continue. Il y a une deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger. Est-ce que vous savez la deuxième raison pour laquelle on attaque le Niger? C'est que le Niger s'avère une réserve pétrolière et gazière énorme. Et ce qui fait mal aux impérialistes, c'est que le Niger se soit mis à faire rentrer du cash sur son gaz et son pétrole dans des quantités vertigineuses. J'ai toujours parlé d'un célébrissime chèque de près de 500 millions de dollars versé par la Chine au Niger pour exploiter son pétrole à Agadem et le faire sortir à Semekodji au Bénin. Toutes les emmerdes qu'on fait au Niger, c'est pour que le Niger ne vive pas de son pétrole. Parce que désormais, à la tête du Niger, il y a des dirigeants qui disent aux compagnies étrangères, payez. Payez bien. Payez comme on doit payer au regard de l'état réel du commerce international. Payez. Et quand vous payez, le président Tiani se tient à la télé et dit, ils ont payé 500 millions. Dans les 500 millions là, voilà ce que nous allons faire. Nous réduisons le prix des soins à l'hôpital. Nous réduisons le prix du carburant à la pompe. Nous construisons l'axe routier de telle région. Nous dotons notre armée de tel matériel. Nous finançons tel projet pour la jeunesse. Le président Tiani se lève, il dit ça. Et il le fait. Donc, la deuxième raison pour laquelle on s'attaque avec acharnement au Niger, c'est que le Niger est devenu bancable. Le Niger est devenu bancable. En cash, gagné sur le marché mondial des matières premières. Ça, ce n'était pas prévu dans les plans néocolonialistes français, ni impérialistes occidentaux. Il fallait constamment maintenir le Niger comme un sous-marché du marché français.
Un sous-marché du marché européen, du marché occidental. Eux, ils viennent, ils prennent, ils vendent pour nous et ils nous jettent les miettes. Le président Tiani et ses compagnons ont dit c'est fini. Abana peu. On vend nous-mêmes. Au prix du marché, au prix de la concurrence. Fiat justitia in Niger pereat mundus. Que la justice soit au Niger, dû pour cela le monde en périr. Dû pour cela le monde en périr. Est-ce que c'est bon? Vous êtes en train de noter les raisons. Ici, c'est l'école de la vérité, justice, solidarité. Hein. Je ne dis rien de faux. Hein. Si c'est faux, vous prouvez que c'est faux. Maintenant, on va à la troisième raison. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. La troisième raison pour laquelle on s'acharne contre le Niger. C'est que le Niger a déjoué le pronostic de la suprématie occidentale sur son système politique, social et économique. La manière dont a été déposé Mohamed Bazoum, le junta de Niamey qui a fait boum, a profondément humilié les services d'intelligence néocolonialistes français et impérialistes américains. Je m'explique. Mohamed Bazoum, c'était le plus grand gueulard, protégé par la France-Afrique et protégé par les impérialistes américains. C'est-à-dire que Bazoum avait une arrogance. Il avait une suffisance verbale et non verbale, tellurique. Wallahi billahi talai. Un type qui était sûr de lui, plus que Bazoum, en Afrique de l'Ouest. Même Ouattara n'était pas à ce niveau-là. Ouattara le mythomane. Ouattara le menteur spontané. Même Ouattara n'était pas au niveau d'arrogance. L'arrogance qu'avait atteint Bazoum et ses hommes de main, Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou. Vous vous souvenez comment il parlait? Je n'avais jamais vu, de toute ma vie, un dirigeant africain qui se lève et dit que son armée ne vaut rien face aux terroristes. Qui se lève et dit que les terroristes sont ses alliés. Je n'avais jamais vu ça. J'ai vu ça chez Bazoum. C'est là où je me suis mis à l'appeler Zumba, Moubaz, Zaboum, Zubam. Et j'ai dit que lui, c'est le junta de Niamey qui allait faire boum. Parce que, en fait, ce type-là était tellement sûr de la protection française. Il était tellement sûr de la protection américaine. Qu'il était plus gros que son boubou. Merde! C'est pas possible. Mohamed Bazoum. Ah! Mohamed Bazoum. Souvenez-vous de ces déclarations. Vous savez, les panafricanistes, ce sont des gens qui sont coupés de la réalité. Dans notre pays, le Niger, de toutes les façons, la France ne gagne rien au Niger. Au contraire, c'est elle qui nous aide. Les gens sont simplement ignorants, ils sont jaloux. Vous savez, les groupes terroristes, c'est un problème de pédagogie. Moi, je peux leur expliquer. Je leur explique, on se comprend. Non, il faut les libérer, c'est pas grave, ce sont nos propres enfants. Vous savez, les terroristes, ils sont plus aguerris que nos armées. Ils ont tout, hein. Ils sont vraiment, il vaut mieux qu'on négocie avec eux. Ah bon, voilà, le patriotisme frélaté du Mali, du Burkina, mais je leur ai expliqué que ça ne va pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir 3 mois avec ça. Vous savez, d'un point de vue philosophique, moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité aux gens là-bas. Je dis que si tu voulais attraper l'hypertension, il fallait écouter Bazoum. Si tu es comme ça et que tu t'ennuies un peu dans ta vie, il n'y a pas de problème. Tu branchais ton téléphone sur Bazoum, tu l'écoutes 2-3 minutes. Tu es fâché pour 3 jours. Le niveau de suffisance que le monsieur là avait atteint. Hey! C'est pas possible. Un président peut faire ça? Un président peut faire ça? Et vous avez vu comment il était arrivé au pouvoir, non? Il est arrivé au pouvoir par la fraude électorale de son patron, Mahamadou Issoufou, qui a exclu tous les candidats de l'opposition qui pouvaient battre Bazoum. Paix à son âme, c'est le cas de Haman Amadou, qui a dû fuir le Niger sur une pirogue. Vous voyez comment les gens sont mauvais? Pour que Bazoum soit président, on a d'abord commencé par chasser tous ceux qui pouvaient le battre aux élections. Vous voyez la méthode que Ouattara utilise là? Mais Bazoum
Il est arrivé au pouvoir grâce à ça. C'est ce que Mahamadou Issoufou a fait. Alors, moi, je ne comprends pas souvent certains de mes frères. Certes, Mahamadou Issoufou a mis de l'eau dans son vin, parce que, bon, il a lâché Bazoum. Mais au moment où Bazoum n'était plus tenable. Mais c'est lui qui a amené Bazoum là. Il faut être honnête. C'est lui qui l'a amené là, parce qu'il pensait qu'il allait continuer à le contrôler. Mieux, il n'y a pas que lui. Bazoum a été amené avec la bénédiction du pouvoir français. Souvenez-vous des commentaires que faisait celui qui était alors ministre des Affaires étrangères de la France à l'époque, Jean-Yves Le Drian. Comment il présentait Bazoum comme la consécration, la réalisation, l'incarnation, l'aboutissement absolu de la démocratie. Vous voyez comment leur démocratie est organisée? On chasse d'abord tous les opposants qui peuvent battre Bazoum aux élections. On les chasse. On les met en prison. On fabrique des accusations. On dit que Haman Amadou, père de famille, avec des enfants et des petits-enfants, on dit qu'il a volé un bébé. Oh! Homo! Hopalo! Astagfirullah. Haman Amadou va voler un enfant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu l'accusation là, j'étais étonné de mon étonnement. Quelqu'un qui a plusieurs enfants, quelqu'un qui a déjà des petits-enfants, on organise une accusation au plan national pour dire que lui, il a volé un enfant. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'affaire des masseuses de Dakar? Hein? Son co s'en va se faire masser là-bas. Sur quoi il s'est entendu avec la masseuse? On change ça, on dit qu'il a violé. Ouais, dis donc. Vous voyez comment leur démocratie dans la France-Afrique fonctionne? Zouléa, merci beaucoup Zouléa Mara. Vous voyez comment leur démocratie fonctionne dans la France-Afrique, mes amis? On exclut ceux qui peuvent gagner les élections d'abord, et on organise une pourri-élection, et on proclame le pourri élu. Le pourri élu. Hein? Des présidents pourri élus. Hein? La pourri élection. Le président pourri élu. Hein? Biya, c'est un président pourri élu. Ouattara, pourri élu. Hein? Oligui Nguema, pourri élu. Faure Gnassingbé, pourri élu. Des gens, lui, il exclut d'abord l'opposition, après il dit qu'il a gagné. Ouais! Comment tu peux même convaincre dans ta propre maison? Même si c'est ta propre femme qui t'aime beaucoup, tu lui dis, chérie, j'ai gagné les élections. Elle doit te dire que non, chérie, il n'y avait pas élection, non. Tu étais le seul candidat. Hein, Dominique? Oui, Chou. T'as gagné contre Kakabe. Chou, faut quand même pas le revendiquer publiquement. Hein. Chou, tu peux pas revendiquer publiquement une victoire face à Kakabe. Hein. Mais, Dominique, j'ai quand même gagné. Hein. Si tu vois les mollets de Kakabe, comment c'était dressé contre moi, c'était pas facile de battre ce petit-là. Chou, s'il te plaît, un peu de respect pour toi-même, Kakabe, c'est ta propre créature. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.